Alors voici les panneaux solaires de l'installation de mon premier chauffe-eau photovoltaïque, en clientèle en tout cas, qui sert donc à faire de l'eau chaude et à injecter au réseau une partie de l'énergie. Alors ce sont des panneaux solaires qui étaient déstockés en CIGS. Alors je vois en venant qu'il y a un panneau qui est fendu. Il va falloir que je regarde ça avec le client. Ce sont des bivers. Alors ce sont les anciens, un peu comme les bifaciaux. Ils ont un double verre, ceux-là aussi ont un double verre et c'est brillant en dessous. Vous voyez, c'est du miroir. Donc oui, on voit là-bas, le verre est cassé. Tiens, un lézard. Donc je vais checker un peu le fonctionnement des panneaux qui sont en 300 volts à vide et 230 volts en MP. Et je vais aller voir l'installation parce qu'il y a un petit problème. Ça fait 10 ans, je vais peut-être modifier des choses que je me suis amélioré sur le sujet. Quand c'est abîmé comme ça, je mets un scotch aluminium en dessous pour éviter que l'humidité rentre. Mais là, ça doit faire quelques mois que c'est comme ça, le client me dit. Donc ça a commencé à abîmer la cellule. Des panneaux 90 watts, 1 ampère 9, 75 volts. Et les grands, c'est des 100 watts, 1 ampère 6, 91 volts. Donc c'est une installation qui fait de l'eau chaude en priorité. Et lorsque l'eau est chaude, elle injecte le surplus d'énergie dans la maison directement en injection libre par un petit onduleur de 1000 watts. Donc l'installation ici, il y a un Sunny Boy qui a été installé en 2014. Il avait 277 kWh. Là maintenant, il est en mode de perturbation parce qu'il attend que le réseau revienne. C'est normal. Il est à 4667 kWh. Vous voyez, donc il a produit quand même pas mal. En fait, là, il n'est pas enclenché. Il y a un relais qui met en marche le 230 volts ici pour l'autoriser à fonctionner, mais il attend que l'eau soit chaude, parce que sinon, il va prendre toute l'énergie de l'eau. Donc, j'avais mis un petit coffret avec un compteur. Donc, je vais pouvoir relever les compteurs et voir si je change de coffret. Donc là, l'onduleur se met à produire. Je l'ai mis en marche forcée parce que je suis en train de faire un dépannage sur la résistance électrique. Donc, je le laisse produire au réseau en attendant. Il est en mode surveillance réseau et il se met à produire. Donc ça c'est le genre d'onduleur avec transformateur qui est adapté au panneau amorphe. Voilà, il fait 9 watts. On entend, il fait déoum, déoum, déoum. C'est assez caractéristique de ces onduleurs là. Ça fait un peu de bruit pour les gens qui ne sont pas habitués. 650. Mais oui, il produit. Donc les panneaux c'est bon. Donc là sur l'installation existante de courant, j'avais 2 disjoncteurs, un pour le relayeur creuse et un pour la résistance électrique. Ce que j'ai fait, au lieu de garder la même ligne, j'ai séparé les deux. J'ai gardé l'alimentation du relayeur creuse séparée qui permet d'alimenter la carte électronique en bas. La carte électronique et les petits relais. J'ai pris l'alimentation de la résistance qui va alimenter pour de vrai la résistance via ce relayeur creuse quoi. Donc j'ai refait un petit peu de ménage parce qu'à l'époque j'avais pas fait ça très proprement. En fait il y avait un compteur d'énergie sur le côté qui était provisoire pour aider le client à faire des statistiques pour moi. Très bien. Finalement je lui ai laissé, je lui ai remis en définitif. Et comme je vais changer le contacteur ici qui était un petit Finder qui a tenu 10 ans, j'ai mis un gros Schneider et là ça fait bien le taf. Alors dans le coffret électrique, on voit en numéro 1, c'est un contacteur inverseur Schneider qui permet de passer l'alimentation de EDF vers le solaire ou vice versa. Par défaut, il est alimenté sur le solaire, donc dès que le EDF l'alimente, il passe sur les heures creuses en fait la nuit. Le numéro 2, c'est le fusible des panneaux solaires. Le numéro 3, c'est le contacteur, c'est un contacteur triphasé, c'est-à-dire qu'il a 3 contacts mais il est alimenté en 230 volts, qui sert à gérer le 300 volts de la résistance électrique avec un petit condensateur, c'est-à-dire il est commandé par la sonde de température. Le numéro 4, c'est le relayeur creuse qui est normalement fermé, c'est-à-dire que tant qu'on ne l'alimente pas, il est fermé. Ça permet de couper le 230 volts sur la sortie de l'onduleur. Le fusible d'après, c'est le 230 volts de l'onduleur, c'est un fusible en plus. Ensuite, un disjoncteur de la pointe EDF. Alors, c'est pas dans un ordre très pratique les coffrets, mais c'est quand même un système que j'ai fait de manière artisanale il y a longtemps. Là, je l'ai un peu modifié. Et puis le compteur d'énergie. Donc en gros, le client, il voulait faire avec de la récup. On n'a fait qu'avec de la récup. Tout ça, c'est que de la récup quasiment. Des contacteurs, des sons. On a fait en low cost, ils n'avaient pas de budget. Et puis c'était mon prototype d'il y a 10 ans. Hein, donc globalement, c'est quand même sécure puisqu'il y a il y a un autre coffret sous les panneaux solaires avec des parafoudres et tout ce qu'il faut. J'ai quand même mis ce qu'il fallait pour que ça protège bien. Et il y a un autre coffret là-haut avec le relayeur creuse. Donc le schéma électrique, le voici. J'espère qu'il est assez
facile à voir, enfin j'espère que vous le voyez bien. Moi je vais zoomer un petit peu, donc il y a une partie avec les panneaux solaires, alors je les ai fait en noir bien sûr parce que ce sont des CIGS, des amorphes. Pour info, j'ai mis des 90 watts en série avec des 100 watts, ça n'a pas d'importance, ils ont quasiment le même courant, ils ont juste une tension différente. Les 100 watts ont 15 volts de plus je crois, donc c'était la meilleure façon de les coupler pour atteindre la bonne tension et le bon courant. Il y a une zone avec l'onduleur, donc l'onduleur d'injection, qui lui récupère du courant continu en entrée et puis qui produit en 230 volts avec tous les disjoncteurs en 230 volts avec l'accès réseau. La partie gestion de résistance électrique, et puis on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc si on élimine tout ce qui est partie résistance électrique, l'onduleur et les panneaux solaires, c'est un système d'injection classique avec ses parafoot, sectionneurs, l'alimentation de l'onduleur en courant continu, le disjoncteur différentiel, enfin là il n'est pas, c'est un disjoncteur magnétothermique, après il y a un différentiel qui va vers le réseau. J'ai pas tout mis sur le schéma, c'est déjà un schéma compliqué. Donc ça c'est la partie qui est simple, et après si on se concentre sur la partie gestion de la résistance électrique, qui est un peu plus compliquée, donc là on voit qu'en haut ça va vers les panneaux, le courant continu qui est en noir et rouge, il va vers l'onduleur à droite, le réseau est à droite, et il y a une partie qui va vers l'onduleur au niveau du réseau. En isolant un peu les circuits, là vous voyez en violet, on a l'alimentation de la résistance électrique en heure creuse, donc c'est-à-dire ça passe par le relais heure creuse en 230 volts et ça va sur l'inverseur de source là-haut. L'inverseur de source est alimenté en même temps que le relais heure creuse qui permet de basculer de l'un à l'autre. Donc c'est une commande EDF qui permet d'alimenter ou de mettre en marche forcée si on le souhaite la pointe EDF, donc ça coupe les panneaux solaires et ça met le 230 volts sur la résistance. L'autre circuit, c'est la gestion de la sonde de température. La sonde de température qui est en fait là la carte électronique existante dans le ballon. Donc là je l'ai représenté sous forme de sonde et j'ai fait un petit carré marqué carte électronique. C'est un peu plus complexe que ça à l'intérieur. On l'alimente en 230 volts. En retour, lorsque la température n'est pas bonne, ça alimente en 230 volts et lorsque la température est bonne, ça coupe l'alimentation. Donc cette carte électronique alimente un contacteur triphasé là-haut et un relais heure creuse justement sur le 230 volts de l'onduleur qui permet, lorsque la température est bonne, d'alimenter l'onduleur d'injection. On voit aussi les deux condensateurs en courant continu que j'ai mis pour éviter les arcs électriques sur les systèmes. Alors là c'est un câblage comme un autre, hein. On peut avoir d'autres modes de fonctionnement. Là c'est ce qu'on avait choisi avec les clients qui permettait d'avoir l'eau chaude d'abord, l'injection après. Comme c'est des relais heure creuse un peu partout, donc on peut mettre en marche forcée l'onduleur réseau qui permet d'injecter en même temps que faire de l'eau chaude, mais on aurait pu inverser le système, on en parle un peu plus loin. Les panneaux solaires que j'ai utilisés sont des Q-Smart, en CIGS, donc voici la fiche technique. Globalement, la courbe de ces panneaux solaires, la voici, courant tension, alors là elle est peut-être un petit peu différente de la réalité, parce que ça doit être la courbe des panneaux en 110 watts ou en... Et globalement, je vais réutiliser la même, et puis je vais adapter les tensions. Donc voici les tensions pour les boucles de panneaux. Donc le courant, ce sont les 3 strings en parallèle, et la tension, ce sont les 4 panneaux en série. Ça me permet de voir un peu comment fonctionne le champ photovoltaïque avec notamment du soleil de puissances différentes. Donc la formule que j'utilise, les formules c'est les lois d'Ohm avec une résistance de 1200 watts sous 240 volts. On a un courant I est égal à P sur U de 5 ampères, une résistance U sur I de 48 ohms. Alors c'est pas tout à fait 48 ohms dans la réalité, mais d'après les calculs c'est marqué 1200 watts dessus, ça devrait être dans les 48 ohms. Et puis après la puissance U carré sur R. Donc ça va permettre de me faire une courbe théorique, et puis après dans la réalité, c'est un petit peu différent. Alors, concernant mes courbes, je reprends les courbes de tout à l'heure, je place mon point 1200 watts, on voit qu'il est légèrement au-dessus des panneaux, à cause d'un petit changement du client. Les puissances, c'est 1100 watts pour la puissance maximale théorique des panneaux solaires, 380 watts avec une courbe de 500 watts par mètre carré, et 75 watts pour une courbe à 200 watts par mètre carré. Si ça avait été au maximum de la puissance, on aurait eu 560 watts et 196 watts de production à 500 watts et à 200 watts par mètre carré. Les rendements associés sont 38% pour 200 watts par mètre carré, 68% pour 500 watts par mètre carré, c'est quand même pas trop mal, et 92% pour 1000 watts par mètre carré parce que la résistance est un petit peu supérieure aux panneaux solaires. C'est pour ça qu'il y a une petite partie qui n'est pas complète. Il faut relativiser un petit peu, on a quand même des rendements pas si mal. Bon, y a moyen de faire mieux sur ce prototype, mais là quand même, on est assez bien.
Alors, il faut savoir que ce chauffe-eau-là, je l'ai fait donc il y a 10 ans, sur demande du client, donc j'ai dimensionné un peu le truc, c'était un peu un prototype, ça m'a permis d'améliorer le système, et on verra par la suite comment j'ai fait sur les autres installations. Mais comme là, c'est ma première installation, que c'est un petit peu un retour d'expérience, voilà, je laisse un peu brut de décoffrage. Si on rapporte ça sur une courbe journalière de production solaire, une courbe standard, hein, j'ai pas mis il n'y a pas d'échelle, hein, c'est histoire de discuter un peu sur le sujet. Globalement, on a cette courbe-là, alors elle est peut-être un petit peu plus aplatie, parce que tant que le soleil ne dépasse pas une certaine puissance au mètre carré, on produit quasiment rien, donc on est ras des pâquerettes. Après on monte, on rattrape un petit peu le rendement, mais quand on monte un peu plus haut, on baisse un petit peu, parce qu'il y a une partie qui n'est pas vraiment exploitable en termes de courant et tension, puisque la résistance électrique elle est calibrée pour une certaine tension. Donc là, si on branche les panneaux solaires en direct sur la résistance, c'est ce qu'on obtient. Alors on a effectivement des pertes, mais c'est pas tant que ça, mine de rien. Quand on fait les mesures, on se dit ça perd beaucoup, puis en fait, sur des journées type, le gros de la puissance il est quand même respecté. Donc par rapport à une installation solaire où on va galérer à mettre la résistance en marche ou pas en marche ou autre, là en fait elle est en marche au fil du soleil, c'est juste qu'elle n'est pas à pleine puissance de ce que peuvent produire les panneaux solaires. On peut mieux faire. Bon là, comme c'était des panneaux solaires de déstockage, on a tenté le coup, on s'est rendu compte que ça marchait pas trop mal, on a laissé comme ça. La zone orange qu'on a sur la droite, c'est parce que en plein été, les 3/4 du temps, l'eau est chaude avant midi. Mine de rien, ils sont deux adultes à consommer l'eau chaude, ils en consomment relativement quand même pas mal, il y a aussi la machine à laver dessus. Mais globalement, avant midi, l'eau est chaude, donc tout le reste est injecté dans la baraque. Parfois c'est après-midi, donc en fait le rendement de l'installation va suivre la courbe jaune avec l'eau chaude, et dès qu'on va passer en injection, on va rattraper un petit peu. Donc quand on pondère un peu sur l'année, mine de rien, la perte n'est pas si énorme que ça. On a un autre mode de fonctionnement qui est un petit peu plus optimum, qui n'est pas vraiment exploité ici, partiellement en tout cas. On peut commencer par utiliser l'injection en basse puissance, et à partir d'une certaine puissance, on autorise la résistance électrique à s'enclencher. Sur cette installation, c'est pas comme ça que ça marche, mais ça peut être une des améliorations du système. Bon, on verra sur 2 installations comment j'ai fait. En tout cas, lorsque l'onduleur se met en marche en même temps que la résistance électrique, ce qui arrive sur cette installation, je vais vous expliquer après. On a une petite perte de rendement sur la partie haute, mais globalement, on a quelque chose qui se tient. Enfin, par rapport à d'autres types d'installations et à tous les désavantages qu'on a sur l'installation de plomberie, les pertes en ligne, la distance, le froid, le gel, l'hiver, enfin tous ces trucs-là, on a quand même quelque chose qui, globalement, dans l'année, se tient. On a un certain nombre d'avantages qui vont rattraper les inconvénients. Et ce mode de fonctionnement, c'est lorsqu'on met le relais hors creuse de l'onduleur sur marche forcée en fait. Et donc du coup il démarre tous les jours comme un onduleur normal, sauf qu'il est en parallèle de la résistance. Et donc il prend que ce que la résistance veut bien lui laisser en fonction de la tension, en fonction de... Et ça marche pas trop mal aussi, mais c'est un peu plus... c'est encore un petit peu plus ras des pâquerettes parce que le rendement est un peu tassé. Bon, globalement, le client a réduit ses consommations d'environ 3 kWh par jour, ce qui correspond, hein, c'est une installation de 1100 watts. Ça lui a fait une rentabilité à 12 ans parce qu'on a eu un prix relativement faible. Alors moi j'en parlais dans mon blog solution event centerblog.org je crois, vous pouvez y aller d'ailleurs. Il y avait un petit article avec le prototype de chauffe-eau solaire que mine de rien pas si mal. Je venais de le faire, donc je donnais un petit peu les statistiques, où j'annonçais à peu près 80% de rendement sur l'autonomie solaire à l'année. Comment je calculais ce pourcentage? C'est la couverture solaire en fait par rapport à un chauffe-eau solaire standard où on est à peu près à 60% maximum, parce qu'en été on ne peut pas dépasser les 100%, donc les jours où il y a moins de soleil, on a moins d'énergie. Tandis que là on peut surdimensionner un petit peu les panneaux solaires, on a quelque chose qui est quand même correct. Même si on a des pertes en été, du coup en hiver on n'a pas le circulateur qui tourne pour le dégel, on n'a pas tous la gestion de l'eau froide avant d'avoir de l'eau chaude, enfin, tous ces petits désagréments qui sont 3% par-ci, 5% par-là sur le chauffe-eau solaire thermique, là on ne l'a pas, donc du coup là comme on perd quelques pourcents de rendement rapport à la corrélation entre la résistance et les panneaux, globalement on rattrapait pas trop mal. Ici on avait investi 1600 € sans l'onduleur et un peu plus de 2000 € avec l'onduleur. L'investissement, moi je l'ai estimé entre 1500 et 2500 € pour ce type d'installation. C'est pas trop mal, mais c'est améliorable, hein. Donc là c'est l'ancienne version. Alors là, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de gel ni de surchauffe, puisque c'est juste une sonde de température, les panneaux solaires ils peuvent rester au froid sans problème. On peut quand même faire de l'autoconsommation et gérer le surplus sans le routeur, puisqu'on peut modifier le schéma électrique de cette installation pour avoir un fonctionnement autoconso plus gestion de la résistance électrique au fil du soleil. Là je ne l'ai pas fait sur cette install, mais j'aurais pu rajouter une petite automatisation. C'est facile d'entretien, puis la durée de vie est proche des 35 ans. Alors accessoirement, il faut changer le ballon de temps en temps, là j'ai changé un relais au bout de 10 ans, donc il y a de l'entretien quoi. Facile l'entretien, c'est pas sans entretien. Mais comparé à du glycol ou à d'autres choses, c'est un peu plus facile.
Alors ça fonctionne avec les ballons existants sans surdimensionner le ballon, à ceci près qu'il ne faut pas changer de ballon à la dernière minute, c'est ce qu'avait fait le client. On avait prévu un type de panneau, puis finalement il a changé à la dernière minute avec son plombier, puis il a dit, oh bah tiens, finalement on a mis un 250 litres qui est un peu plus puissant. Du coup, tout le dimensionnement était tombé à l'eau, donc on avait recommencé avec d'autres panneaux. Alors permet de couvrir 80% des besoins en eau chaude, donc en fonction du bon dimensionnement et du fonctionnement. Les panneaux peuvent être à plusieurs centaines de mètres, donc là ils sont à un peu plus de 90 mètres en l'occurrence. Peu de consommation annexe, régulation circulateur, bon là il y en a quasiment pas, il y a les petits relais qui s'enclenchent quand il y a besoin, mais sinon la nuit il n'y a rien par exemple, il y a le relais creuse de base que vous avez déjà sur votre installation. Les inconvénients, ça nécessite des compétences, parce que c'est de l'eau plus des courants alternatifs et continus. Donc un plombier qui met ça en œuvre, du coup il n'ose pas trop toucher, l'électricien il ne veut pas toucher à la plomberie. C'est un peu spécifique comme fonctionnement, mais pourquoi pas. Les tensions sont quand même dangereuses parce qu'on est au-dessus de 120 volts. Alors on peut faire un modèle inférieur à 120 volts, on verra ça plus tard. Et les normes peuvent être contraignantes. Il faut impérativement que la puissance des panneaux solaires soit supérieure à la puissance de la résistance et la tension des panneaux solaires supérieure à la tension de la résistance. Pas beaucoup supérieure, mais il faut que ce soit supérieur. Sinon ça n'a pas de sens en fait. Et puis la surface est plus grande que pour des panneaux thermiques, à peu près 3 fois plus grand suivant la technologie. Si on n'a pas la place, effectivement, on met un chauffe-eau thermique standard. Et la conversion de chaleur est complexe. Alors la conversion de chaleur est complexe parce qu'au lieu d'avoir directement de l'eau chaude dans le panneau solaire thermique, on a de l'électricité qu'il faut convertir en chaleur. Donc c'est un peu plus complexe. Chacun voit midi à sa porte, disons. Globalement, pour améliorer le système, ça nécessiterait une régulation pour optimiser l'énergie solaire. Pas nécessairement un routeur, mais au moins un peu mieux déclencher la résistance électrique au meilleur moment. On peut adapter la puissance de la résistance, c'est-à-dire que sur ce système-là, il n'y a aucun souci de mettre plusieurs résistances plus ou moins en parallèle. Je l'ai fait sur une installation, j'en parlerai un peu plus tard. Et on peut aussi intégrer le chauffe-eau sur un système plus grand, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des panneaux destinés au chauffe-eau. Si on a 6000 watts de panneaux solaires et qu'on a un chauffe-eau de 1500 watts, il n'y a aucun souci au petit matin à faire de l'eau chaude, quoi. Là, on est un peu juste sur ce prototype-là. J'ai constaté que ça fonctionnait quand même, et j'ai adapté depuis, j'ai établi des coefficients et des règles, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, pour vous montrer un petit peu les solutions que j'ai mis en œuvre, surtout en autonomie. En tout cas, là, c'était vraiment pour vous présenter la première installation solaire photovoltaïque que j'ai fait, et qui, malgré la théorie un peu bancale dessus, globalement, ça marche. Donc déjà, je suis plutôt content. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve pour une vidéo un peu plus complète sur l'eau chaude solaire sans routeur, au fil du soleil, principalement en autonomie. Bonne journée.